Super. Alors, bonjour à vous. Est-ce que vous Bonjour. pouvez allumer votre caméra par hasard? Est-ce que c'est possible? Yes. Super. Ah bah Ah, voilà, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup de vous être joint à nous. Et de pour tous rien. les interprètes, je vais vous présenter Richard. Alors, OK. Richard Dupuis-Henry est un grand amateur de musique devant l'éternel. Son amour pour l'art s'est forgé très tôt dans le salon familial, lorsque sa mère passait des vinyles des Doors, de Leonard Cohen, Cat Stevens, Simon and Garfunkel, Pink Floyd et bien sûr les Beatles. Cet amour développé avec ses perles des années 60 et 70, a continué à le cultiver adolescent. Il a continué à cultiver cet amour avec les groupes de son époque, donc The Cure, Depeche Mode en tête de liste, par exemple. Il s'est aussi mis à la guitare quand il était étudiant. Il a joué dans deux groupes alors qu'il commençait sa carrière professionnelle dans un tout autre domaine et il s'est ensuite remis à la musique, à la guitare il y a quelques années. Pendant quelques années, il a également tenu un blog musical sur des chansons et des artistes qu'il aime, et notamment sur les classements des ventes de disques en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Et là, ça c'est intéressant, il y avait une approche originale. Les titres arrivaient en deuxième place et n'ayant jamais réussi à monter sur la première marche du podium. Et ensuite, les titres numéro un dans les deux pays. Dernièrement, il a créé une machine pour animer des blind tests et travaille en ce moment même sur une application pour présenter les 10 meilleures ventes de titres euh, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Alors aujourd'hui, Richard va nous parler d'un des groupes qui a le plus marqué sa vie, les Beatles, et plus particulièrement, il va nous parler de la fin de leur carrière. Alors Richard, à vous la parole. Eh bien bonjour. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir, de me proposer de faire cette intervention. C'est une grande première pour moi. Voilà, donc je voulais vous parler en effet du plus grand groupe de tous les temps. Plus grand groupe de tous les temps. Bon après, est-ce qu'on peut dire que les Beatles c'est le plus grand groupe de tous les temps? Probablement. Après, tout est une question de point de vue. En tout cas, leur grandeur et leur influence est indéniable. Et ceci, malgré leur histoire finalement relativement courte. En gros, ils ont une carrière de 7 ans et demi entre octobre 62 et la sortie du premier single Love Me Do et la séparation du groupe en avril 70. Et donc, 7 ans et demi qui sont bien passés au début. Par contre, les 2 dernières années de cette période n'ont pas été des plus roses. À la fin, a été un peu compliqué. Alors, du coup, je vais vous parler du contexte pour commencer. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? En gros, jusqu'à mi-67, tout va bien. Ils ont enchaîné pendant 5 ans des singles et des albums de plus en plus créatifs, dont ils faisaient la promotion par des concerts vus par des foules énormes et de plus en plus délirantes. D'ailleurs, c'en est arrivé à un point où ils ont fini par décider d'arrêter les concerts après l'été 66, parce que ça devenait une folie, quoi, une folie tout simplement. Du coup, c'était pas mal quand même. C'est plutôt bien amené parce que ça leur permettait de se concentrer sur le travail en studio. Et quand on écoute le premier résultat de leur travail en studio après cette décision d'arrêter les tournées, ben, on se rend compte que c'était une bonne idée. Après 5 mois d'enregistrement, ce qui est quand même beaucoup à l'époque, hein, au milieu des années 60, et ils offrent au monde le fameux album pardon, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, une référence ultime s'il en est, avec sa pochette que vous avez vue tout à l'heure sur le panneau d'attente avant que j'arrive. Donc un album fantastique quoi, hein, qui a marqué son époque et son temps, hein, et pour des millions d'années, je pense. Voilà, donc un superbe album. Et un mois après la sortie de cet album, ils enregistrent la chanson All You Need Is Love, qui a été diffusée, c'est de l'enregistrement en modovision. C'était la première fois qu'on diffusait un événement musical de cette manière-là. Et du coup, cet enregistrement a été vu par des centaines de millions de personnes à travers le monde. C'était vraiment extraordinaire. Voilà, donc malgré la décision d'arrêter les concerts, qui n'a pas dû être facile à prendre, parce que finalement, c'est quand même ce qui rapproche les artistes de leur public, tout roule quand même pour les Fab Four. Les Fab Four. Et voilà, et du coup, c'est là que la machine a commencé à se gripper. Premier problème, fin août 67, le manager des Beatles, Brian Epstein, décède.
Il décède vraisemblablement une surdose de barbiturique. Donc c'est un gros coup dur pour les Beatles parce que déjà ils sont très proches de lui et puis on peut dire un peu que c'était le 5e Beatle en fait, hein. Et en plus, il s'occupait de faire tourner la machine, hein, et ce qui permettait aux Beatles de se concentrer sur l'aspect artistique évidemment. Et ils doivent pallier cette perte et du coup ils décident de créer l'entreprise Apple, rien à voir avec Steve Jobs, hein, c'était avant, bien avant. Donc, ils créent Apple pour la gestion de leurs affaires et puis ça leur permet aussi d'avoir leurs bénéfices trop grevés par les impôts de Sa Majesté, quoi. Et évidemment, la mise en place de ce monstre avec plein de divisions différentes s'avère compliqué. Ça demande de l'investissement personnel au top fort et ça génère du stress. Deuxième problème qui apparaît, les premières mauvaises critiques concernant leur travail. À Noël 67, il y a un film qui est diffusé à la télé anglaise qui s'appelle Magical Mystery Tour. Ce film est quand même assez typique de l'époque, l'expansion du psychédélisme, mais on peut dire quand même qu'il a assez mal vieilli, hein. Faut être franc. Et déjà, notamment à cause de son histoire, son synopsis un peu sans queue ni tête. Et si on considère en plus qu'il a été diffusé en noir et blanc alors qu'il avait été filmé en couleur, l'aspect psychédélique a complètement été occulté du coup ça a été un vrai flop, une première pour les Beatles, vraiment une première. Bref, ces deux conditions arrivent et hasard ou pas, les Beatles quittent l'Angleterre début d'année 68 pour plusieurs semaines. Ils décident d'aller en Inde, approfondir leur expérience de la méditation auprès d'un maître spirituel. C'est un sujet qui les intéressait. Et ça leur permettra en plus de mettre finalement un peu de côté leur premier échec obtenu avec le film Magical Mystery Tour. Bon, ils en reviendront avec des sentiments assez contrastés. Ringo, le batteur, n'est resté que 2 semaines. Paul McCartney, lui, il est resté 1 mois. Et John et George sont restés 1 mois de plus. Mais finalement, ils ont décidé de partir quand ils se sont rendus compte que le fameux maître spirituel s'intéressait de près à l'actrice Mia Farrow, qui était également présente. Et c'était quand même, pour John, c'était un comportement qu'il n'attendait pas de la part d'un maître de méditation. Du coup, il décide de se barrer et ils s'en vont. Par contre, un autre aspect très important de ce voyage en Inde, c'est que pendant les 2 mois, un peu plus de 2 mois où ils ont été là-bas, John, c'est là qu'il s'est vraiment rapproché de Yoko Ono. Yoko Ono, il la connaissait depuis plusieurs mois, mais ils ont eu une correspondance très très fournie pendant qu'il était en Inde avec sa famille. Et ce qui devait arriver arriva. Sitôt rentré en Angleterre, John revoit Yoko Ono et ça en a été fini du mariage de John et sa femme Cynthia Lennon. Voilà, donc c'est dans ces conditions particulières que les Beatles sont rentrés en studio à la fin du mois de mai pour enregistrer leur nouvel album. Ils avaient eu le temps de composer plein de nouvelles chansons pendant la pause indienne et c'est là que les ennuis ont vraiment commencé. En effet, les Beatles avaient toujours travaillé comme un groupe uni où chacun partageait ses trouvailles, les autres donnaient des idées pour les améliorer. C'était leur façon de fonctionner avant. Et là, ça ne s'est pas passé du tout comme ça dans les nouvelles séances en studio. Pour la première fois, en fait, à quelques exceptions près, chacun bossait sur ses propres titres dans son coin et faisait intervenir les autres quand ils en avaient besoin de temps en temps. Et du coup, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là du côté de John Lennon, c'est pas bien compliqué, hein. Il commençait sa nouvelle histoire amoureuse avec Yoko Ono, avec qui il était en symbiose complète, quoi. Donc c'est naturellement qu'il voulait rester avec elle et enregistrer ses chansons avec elle pour l'écouter, l'assister, l'aider, etc. Par contre, cette présence de Yoko Ono imposée par John a quand même posé beaucoup de problèmes, étant donné que ça a été très mal vécu par les 3 autres Beatles. Ils étaient habitués à travailler en vase clos avec leur producteur George Martin et leur ingénieur son Geoff Emerick. Donc je conseille au passage l'excellente autobiographie en studio avec les Beatles qui a été éditée chez Le Mot et le Reste en France. Un super bouquin. Donc voilà, c'est plus le cas. Donc George Harrison, qu'est-ce qu'il fait lui? Il en profite pour bosser aussi ses propres chansons, hein. Il semblerait que c'est lui qui était le plus agacé par la présence de Yoko Ono. Mais voilà, du coup, il s'isole et ça lui laisse le champ libre, hein. Lui, il a toujours été un peu écrasé par la puissance du talent de composition de Lennon et McCartney, hein.
Donc voilà, il est content de bosser du coup ses chansons de son côté. Et il en sortira notamment une petite perle qui s'appelle While My Guitar Gently Whips, sur laquelle il viendra faire jouer le solo de guitare par son pote Eric Clapton. C'est Eric Clapton qui fait le solo de guitare sur cette chanson. Et Paul dans tout ça, ben Paul, ce mec, de toute façon, il a un tel talent que finalement, il n'a besoin de personne, hein. Il est aussi fort pour pondre la mélodie qui va te tirer les larmes des yeux que pour te sortir une chanson qui va te donner envie de sauter partout, un bon rock quoi, qui déménage. Ce mec est fantastique, quoi. En plus, il est multi-instrumentiste, hein, c'est le bassiste du groupe, mais il joue de la guitare, du piano, de la batterie. Voilà, il n'a pas besoin finalement des autres et il s'accommode très bien de cette situation un peu particulière. Et il reste Ringo Starr. Ringo Starr, le batteur, lui, il avait déjà chanté quelques chansons que ses copains lui avaient offertes, mais il n'avait jamais composé de chansons pour les Beatles. Et ben, c'est maintenant chose faite. Il a enregistré sa chanson Don't Pass Me By. Mais voilà, ça en fait qu'une. Et du coup, l'ambiance finit par le peser. Et en plein milieu des séances d'enregistrement, il va se barrer 2 semaines en vacances. Il va carrément laisser les autres en plan. Le producteur George Martin en a fait pareil aussi. Il s'est bien pris un bon mois de vacances, je crois. Et l'ingé son dont je parlais tout à l'heure, Geoff Emerick, lui, s'est carrément barré. Il a claqué la porte. Donc, ambiance, quoi. Ambiance. Bref, après un tel état des lieux, on peut penser que l'album issu de ces séances d'enregistrement était une vraie catastrophe et que le public l'a boudé, du coup. Hein. Bah, pas du tout. Mais c'est même tout le contraire. Hein. Il est sorti en novembre 68. L'album sobrement intitulé The Beatles, sobrement emballé dans une pochette virginale, a fait un véritable carton. Malgré le fait que ce soit un double album et donc plus cher à l'achat, il a passé 2 mois en tête des ventes au Royaume-Uni et 2 mois aussi aux États-Unis. Donc incroyable. Qu'est-ce qui peut expliquer un tel succès quand on connaît du coup les circonstances de l'enregistrement? Cet album, en fait, il se distingue pas mal dans la disco des Beatles. Déjà, c'est un double album, c'est leur seul. C'est un des premiers double albums de l'histoire. C'est pas le premier, mais il y avait notamment eu Blonde on Blonde de Bob Dylan un peu plus de 2 ans avant. Mais voilà, c'est un des premiers et il a vraiment eu un succès monumental, quoi. Sa pochette d'une simplicité désarmante attire forcément l'œil, hein, un grand carré blanc avec juste The Beatles en relief sur la pochette. Et les premières éditions britanniques étaient numérotées aussi à l'arrière. Et puis au niveau de la musique, eh bien, en fait, il est très éclectique cet album. Il y a des morceaux très rock, il y a des ballades, il y a un morceau de country, du ragtime, il y en a pour tous les goûts, quoi. C'est assez incroyable. Et donc ça a plu aux gens. Alors par contre, il y a un morceau qui fait tâche, un seul sur 30. Bon, c'est une chanson qui s'appelle Revolution 9. C'est pas vraiment une chanson en fait, c'est un montage sonore expérimental, des bouts de bande découpés, recollés, mélangés, voilà, un peu plus de 8 minutes. Ça a été inspiré par Yoko Ono. Voilà, bon, les gens en pensent ce qu'ils veulent. Pour moi, c'est le seul échec des Beatles, personnellement. Et par contre, il y a un autre morceau qui n'est pas sur l'album et qui est ultra important. Il a été enregistré lors des mêmes sessions, mais il est sorti 3 mois avant le double blanc en single. Et ça s'est révélé être le plus gros succès, plus grosse vente des Beatles en single. C'est Hey Jude. Hey Jude qui, malgré ses 7 minutes ou 8 minutes, va cartonner aussi. Il va rester, je crois, 9 semaines d'affilée numéro 1 aux États-Unis. C'est un record qui a tenu quasiment une dizaine d'années. Je crois qu'il a été détrôné par un morceau de disco 10 ans plus tard, quoi. Donc voilà, ils s'en est vendus 2 millions en Grande-Bretagne entre donc août et décembre. Ce sont des chiffres monumentaux hein, pour l'époque. Hein. Donc Hey Jude a été enregistré aussi pendant cette période-là. Voilà, après le double blanc, du coup, qu'est-ce qu'ils peuvent faire après des conditions d'enregistrement vraiment pas terribles? Paul McCartney lance l'idée pour renouer un peu tous les membres des Beatles, d'enregistrer un album dans des conditions live, c'est-à-dire ils sont tous les 4 ensemble et ils jouent et ils enregistrent en direct. Ils ont aussi un contrat avec United Artists. Ils doivent encore un film à United Artists. Donc, du coup, ils décident de filmer les sessions d'enregistrement. Et pour ça, les sessions d'enregistrement ont lieu dans un studio de cinéma à Twickenham. Et ça va pas bien se passer parce que un studio de cinéma, c'est vaste. On est en plein hiver, hein, on est début 69, et du coup, voilà, la tension monte, ils recommencent à s'engueuler. Lennon, il est quand même assez encore
un peu accaparé par Yoko Ono. Paul, il essaie de recoller les morceaux, mais du coup, les autres l'estiment un peu trop dirigiste. Bref, ça dégénère. George Harrison part. Il dit, moi, je me casse, j'en ai marre. Bon, les autres arrivent à le convaincre de revenir, mais George pose ses conditions. On abandonne le studio de ciné, on abandonne l'idée de l'album live, on refait comme avant. Et puis il amène un pote à lui, un mec qui s'appelle Billy Preston, qui est un claviériste. Et c'est lui qu'on entend sur Get Back, la chanson Get Back. Et voilà, du coup, comme il y a une cinquième personne, les Beatles vont quand même pas se déchirer en public. Donc, du coup, l'ambiance s'arrange, ça va mieux. Et elle s'arrange tellement bien qu'ils décident de faire un concert. Ça faisait longtemps qu'ils n'en avaient pas fait. Donc, ils font un concert sans public, vraiment sur le toit des locaux de Apple, leur boîte. Et donc, ce concert est rentré dans l'histoire parce que finalement, c'est la dernière fois qu'ils ont joué un concert ensemble, le 30 janvier 69. Et puis, il a été filmé et il y avait simplement les employés d'Apple qui étaient là pour le voir. Mais le public, enfin, les gens dans la rue se sont vite rendus compte de ce qui se passait. Donc, les gens ont commencé à monter sur les escaliers dans les immeubles pour essayer de les voir, quoi. Les flics ont essayé d'arrêter le concert. Bon, finalement, il était jusqu'au bout. Ils ont dû faire, je sais pas, 5-10 chansons. Et voilà, c'est devenu un moment, un souvenir mythique pour tous les fans des Beatles. Malgré tout, finalement, l'album n'est pas sorti. Il était censé s'appeler Get Back au début. Il y avait un travail immense à faire parce qu'il y avait 29 heures, je crois 30 heures de bande enregistrée. Il fallait faire le tri, faire le mix. Ils ont commencé à se dire, bon, allez, c'est trop, c'est trop. Et du coup, le projet a été mis au placard. Il a finalement été concrétisé, mais après la séparation des Beatles, c'est devenu l'album Let It Be, qui est donc le dernier album officiel du groupe, et donc pas officieux parce qu'ils vont encore enregistrer un album qui est rentré plus que dans la légende, c'est Abbey Road. Abbey Road. Donc en février 69, Paul McCartney contacte George Martin, lui demande s'il veut bien enregistrer un nouvel album avec eux. Lui, il a dit OK, mais dans les conditions dans lesquelles on a toujours travaillé ensemble. Donc voilà, il se retrouve à Abbey Road. Et il est principalement enregistré entre juillet et août 69. Et c'est, je ne sais pas si vous connaissez cet album, pour moi c'est un pur chef-d'œuvre. C'est les derniers enregistrements des Beatles. En fait, c'est un peu comme s'ils s'étaient rendus compte, je pense, qu'ils arrivaient au bout du chemin et qu'il fallait terminer par une œuvre fantastique que tout le monde porterait au nu, quoi. Et c'est le cas. Hein. Cet album, il est surtout, je pense qu'il doit beaucoup aussi son succès à la phase B. La phase B, en fait, c'est en gros un medley de chansons, de bouts de chansons. Ils avaient plein de morceaux de chansons en projet, et plutôt que les développer, rajouter des refrains, des couplets, tout ça. Et Paul McCartney a émis l'idée de finalement prendre chaque morceau de chanson et les enchaîner comme un petit medley. Et le résultat est juste fantastique. Enfin, c'est, je pense, quelque chose qui participe beaucoup au fait que ce soit devenu un album mythique. Et puis, il y a plein d'autres particularités, évidemment. Je pense que tout le monde connaît la pochette, cette fameuse pochette qui est d'une simplicité désarmante. Les Beatles qui traversent dans des clous en face des studios d'Abbey Road. Voilà, Paul qui marche pieds nus, John qui est tout en blanc. Cette pochette, tout le monde la connaît. Elle a été parodiée. Il y a des hommages. Elle est juste incroyable, quoi. Incroyable. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre de particulier sur cet album? C'est le seul album des Beatles qui a été enregistré avec un 8 pistes. Avant, ils enregistraient, je pense, en 4 pistes ou même en 2 pistes. Là, c'est la première fois qu'ils avaient un 8 pistes, donc ça leur permettait un peu de rajouter des instruments, etc. C'est un des premiers albums qui a été aussi où a été utilisé le synthétiseur de marque Moog qui venait d'être créé, donc ça c'est quelque chose de remarquable. Et l'assistant de John Martin n'était autre qu'un mec qui s'appelle Alan Parsons. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur. Donc Alan Parsons, il a monté un groupe dans les années 80 qui s'appelle Alan Parsons Project, mais il est surtout très très connu pour avoir été l'ingénieur du son de Dark Side of the Moon de Pink Floyd, qui est quand même une référence ultime en termes de son également. Et donc il était assistant de George Martin sur Abbey Road. Et voilà, et du coup, les fans ne s'y sont pas trompés. L'album a connu un succès immense, quoi. Il atteint pareil la première vente des places aux States pendant genre 11 semaines, 17 semaines en Grande-Bretagne. Et pourtant, la concurrence était rude. Hein. Il y avait le Let It Bleed des Rolling Stones qui était sorti, qui est quand même un album énorme aussi. Il y avait le Led Zepp 2,
hein, le Led Zepp 2. Donc voilà, il était sorti aussi. Donc voilà, mais les Beatles écrasaient tout, quoi. Et donc les sessions d'enregistrement de l'album se sont terminées le 20 août 69. C'était un mercredi, donc c'est une date mémorable parce que c'est la dernière fois que les Beatles ont joué tous les quatre ensemble. Dans le futur, il y aura qui se retrouvent à 2, 3, mais jamais tous les quatre. Donc un mois plus tard, quelques jours avant la sortie de l'album, John annonce aux trois autres qu'il arrête les Beatles, mais il n'y a aucune annonce qui est faite à la presse. Et en fait, c'est Paul McCartney qui va l'annoncer une semaine avant la sortie de son premier album solo, le 10 avril 70. Et ça fera rager John, évidemment, parce que c'est lui qui a dit je quitte. Et puis c'est Paul qui dit ah bah les Beatles sont finis. Donc bon, c'était un peu en bisbille les deux là. Hein. Donc voilà, les trois autres ont sorti aussi des albums en 70. Hein. Il y a eu Sentimental Journey et Books of Blues de Ringo Starr. John a sorti son album Plastic Ono Band avec son groupe avec Yoko Ono. Et George Harrison a sorti, lui, All Things Must Pass le 27 novembre. C'était un triple album. Comme j'ai dit tout à l'heure, il était un peu écrasé par... il venait un peu en arrière par rapport à Lennon McCartney, donc il avait un petit paquet de chansons en réserve là, et du coup il en a enregistré pour faire 3 disques. Et finalement c'est devenu la meilleure vente d'un album d'un ex-Beatle en solo. Donc bravo à George. Hein. Il y a une chanson qui s'appelle notamment je sais plus, le titre m'échappe. Bon, c'est pas grave. Pas grave, on a eu un exemple de la chanson. Ouais. Hare Krishna, je sais plus le titre, ça me reviendra. OK. Voilà, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est ma conclusion, l'after Beatles, quoi. Donc, les carrières de solo de chacun se sont poursuivies. Hein. John a sorti à peu près un album par an jusqu'en 75, date à laquelle il décide de mettre un peu la musique de côté pour se consacrer à sa vie de famille. Et il décide en 79-80 de se remettre un peu à la musique. Il enregistre un album avec Yoko Ono. Et il venait juste de s'y remettre. Et là, boum, il se fait assassiner devant son domicile, sous les yeux de sa femme à New York. Je crois que c'était le 8 décembre 80. My Sweet Lord, tout à fait, bravo Stewart. La chanson de George Harrison. Voilà, pauvre John, il venait de repartir dans la musique et il se fait assassiner. D'ailleurs, son meurtrier est mort il n'y a pas très longtemps en prison, je crois, si je me souviens bien. George Harrison, lui, il a régulièrement sorti des albums jusqu'en 82. Après, il fait un petit break de 5 ans et là, il monte un super groupe, les Traveling Wilburys. Donc, il y avait Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty et Jeff Lynne, le leader de Electric Light Orchestra. Donc, 5 mecs, des pointures quand même. Hein. Ils ont fait 2 albums. Donc, pas mal. Ensuite, il n'a rien fait pendant 10 ans et il a fini par mourir d'un cancer du poumon en 2001. C'était un gros fumeur, George Harrison. Hein. Donc, il a laissé un album inachevé et c'est son fils Danny Harrison et Jeff Lynne, toujours lui, qui se sont chargés de compléter selon les directives laissées par George avant sa mort. Et son album posthume Brainwashed est sorti 1 an après sa mort. Paul McCartney, quoi. Je pense que vous aurez compris que c'est mon chouchou dans les Beatles. Il a eu la carrière la plus riche, en tout cas, et la plus reconnue. Il sort régulièrement des albums depuis la fin des Beatles, hein, que ce soit en solo ou avec son groupe les Wings dans les années 70. J'ai même essayé la musique classique. Bon, j'ai jamais écouté, mais c'est original, quoi. En tout cas, ce mec-là, j'ai eu la chance de le voir au Stade de France il y a quelques années pour un show de plus de 3 heures. Tous les tubes des Beatles, les tubes des Wings, les Van Let Die, Band on the Run, c'était fantastique. Et enfin Ringo, son vrai nom déjà c'est pas Ringo Starr, c'est Richard Starkey, on a le même prénom. Et il a régulièrement sorti des albums depuis 70. Hein. Il avait signé que 2 compositions du temps des Beatles. Il y avait le fameux Don't Pass Me By sur le double blanc, en effet, et il avait fait aussi Octopus's Garden sur Abbey Road, sur la première phase d'Abbey Road. Donc ces albums, ils rassemblent toujours un véritable best-of des personnalités diverses et variées. Hein. Ce gars-là, voilà, il écrit pas, mais c'est un mec sympa, il sait bien s'entourer. Hein. Donc il a joué avec Mark Bolan de T-Rex, Elton John, Eric Clapton, Ron Wood des Stones, Brian Wilson des Beach Boys, Steven Tyler d'Aerosmith, Ozzy Osbourne de Black Sabbath, voilà, Tom Petty, David Gilmour de Pink Floyd. Enfin, il y a une liste, ça s'arrête plus, quoi. Mais voilà. Et donc, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné envie de réécouter le double blanc, Abbey Road, tous ces bons albums, quoi. Oui, J'espère oui, que, j'espère que ça vous a plu. Merci de oui, m'avoir oui. accueilli. On a eu beaucoup de commentaires très positifs sur Ah, votre présentation. Merci beaucoup. Et en fait, on de rien. voudrait remercier également Claudine Venitia Carpenter Oui, de, c'est elle qui m'a de fait venir. Oui, oui, absolument. Ben, merci beaucoup parce que
Excellent choix. On n'a pas le temps pour les questions, malheureusement. Ça marche comme Bon, ça un peu. On roule rapidement, mais ok. les gens ont été très, très intéressés. Et tant qu'à avoir la parole, je vous invite aussi, et ça va peut-être vous intéresser, vous, Richard. J'ai Mhm. mis un lien YouTube dans le chat. C'est Blackbird qui est chanté Ah, Blackbird. en Mi'kmaq, qui est une langue autochtone du Canada. C'est une Ah, jeune Canadienne qui a traduit la chanson dans sa langue et elle le chante et c'est vraiment fantastique. ah, Alors, génial, je vais écouter ça. Moi, je ça la peut joue vous Blackbird à la intéresser. guitare aussi. Ah oui. J'adore la jouer. Elle est fantastique. Excellent. Bon, ben, Merci, hein. encore une fois, merci beaucoup, beaucoup. Bah, de Nous rien. allons maintenant Et passer puis toi à qui es la... canadienne, juste un petit Oui, truc, tu parlais de rock canadien-français. oui. Tu connais Malajube, je te conseille beaucoup, hein, c'est superbe. Non, Malajube, je les connais pas. Ça me dit vaguement quelque chose, mais eh ben, je c'est des vais faire rockers une petite québécois, c'est recherche. super. Malajube. Super. Eh Au bien, revoir. merci encore.